Alassane Ouattara paranoïaque. Il craint un coup d'État entre les 24 et 31 décembre 2024. Les jours d'Alassane Ouattara au pouvoir semblent compter. Selon les services secrets français, des interceptions confidentielles indiquent qu'un coup d'État pourrait balayer son régime corrompu d'ici la fin du mois de décembre. Cette information explosive provenant des services secrets français est parvenue sur la table du vieux Grigou. Depuis, l'infortuné président vit dans une angoisse permanente. Incapable de fermer l'œil, il est terrorisé par la chute imminente de son trône fragile. Déjà affaibli par son impopularité et son cancer, le dictateur des lagunes est traumatisé. Il a néanmoins décidé, contre toute logique démocratique, de briguer un 4e mandat illégal en 2025. Mais Paris, son soutien habituel, lui a fermement déconseillé de faire une telle annonce avant la fin de l'année, craignant que cela ne fournisse une justification politique parfaite pour un coup d'État. Cependant, fidèle à sa mégalomanie, Alassane Ouattara a choisi de s'accrocher au pouvoir coûte que coûte. Il a ainsi utilisé tous les leviers de l'État ivoirien pour implorer la France d'intervenir militairement. L'objectif, non seulement déjouer un éventuel coup d'État, mais également orchestrer une attaque contre l'Alliance des États du Sahel, en particulier contre le régime du capitaine Ibrahim Traoré, perçu comme la plus grande menace à son règne chancelant. Selon lui, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ce n'est un secret pour personne. Le régime Ouattara ne tient qu'à un fil. Depuis son accession sanglante au pouvoir en 2011, soutenu par les chars et les hélicoptères de l'armée française, le vieux Grigou n'a jamais cessé de dépendre de Paris pour se maintenir en place. Aujourd'hui encore, il mise tout sur cette même armée étrangère pour éviter une rébellion populaire ou militaire qui pourrait le renverser. Mais cette fois, la donne a changé. La montée en puissance de l'AES a bouleversé les règles en Afrique de l'Ouest. Ce bloc anti-impérialiste, résolument opposé à la domination néocoloniale française, est un cauchemar pour Alassane Ouattara et ses parrains occidentaux. Le despote ivoirien voit dans l'AES une menace existentielle qu'il souhaite éliminer. La France, de son côté, considère que sa présence et son hégémonie en Afrique de l'Ouest sont sérieusement compromises. En se pliant à la volonté de Paris, Alassane Ouattara espère non seulement échapper au coup d'État qui plane sur son régime, mais également affaiblir l'AES pour sauvegarder les intérêts français dans le précaré ouest-africain. Pourtant, cette stratégie désespérée ne fait qu'exposer davantage son isolement et sa dépendance envers une puissance étrangère. Comme en 2011, le tyran Ouattara compte sur l'armée française pour le maintenir en place coûte que coûte. Mais aujourd'hui, la colère des peuples africains, la montée en puissance de leaders souverainistes et l'unité régionale autour de l'AES rendent sa position intenable. L'histoire est en marche et elle ne pardonnera pas aux traîtres. Alassane Ouattara, qui a trahi son peuple et sa souveraineté au profit de puissances étrangères, sera chassé et humilié. L'impopularité de son régime est telle que même les interventions françaises ne suffiront plus à le sauver. Les Ivoiriens n'oublieront pas. Ils n'oublieront pas les massacres de 2011, ni les années de souffrance et de corruption qui ont suivi. Ils n'oublieront pas comment un homme a sacrifié leur pays pour assouvir sa soif insatiable de pouvoir. Les mauvais perdants, les éternels mauvais perdants, ceux qui n'acceptent jamais leur défaite, qui sont encore en train, par anticipation, à vouloir contester leur défaite en 2025. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. En 2023, tous les partis de l'opposition ont estimé que les élections locales étaient un test pour 2025. C'est eux qui l'ont dit, que 2023 était le match aller, le match de test. Eh bien, ils ont perdu en 2023. Ils ont perdu le premier test. Le second test, c'était l'enrôlement sur la liste électorale. Ils ont perdu l'enrôlement sur la liste électorale. Ils ne peuvent pas gagner les élections en 2025. Notre victoire est irréversible.
Et le peuple de Côte d'Ivoire, il y a un an, a donné une majorité soutenue au RHDP. 65% des électeurs ont choisi le RHDP. 25% des électeurs ont opté pour l'opposition. 25% peut pas être majoritaire par rapport à 65%. Ça défie toute logique mathématique. Eh bien, qu'ils prennent leur calmant. 2025 ne sera pas 2020. Alassane Ouattara est notre candidat. C'est pourquoi nous devons être vigilants. On s'est laissé surprendre en 2020. On ne doit pas se laisser surprendre en 2025. Ils ne peuvent pas gagner en 2025. Démocratiquement, ils ne peuvent pas. La politique, ce n'est pas de la magie. La politique, c'est le terrain. La politique sont les électeurs. Ils ont perdu cette bataille. Tout ce qui leur reste maintenant, c'est le discours qu'ils tiennent. Alors je vous engage à continuer à vous mobiliser partout. Vous êtes venus de toutes les régions du pays. Continuez à vous mobiliser, non seulement pour le président Alassane Ouattara, mais pour que notre pays reste toujours debout en 2025. C'est le dernier anniversaire d'investiture. C'est le dernier anniversaire. Parce que le prochain, c'est le deuxième lundi du mois de décembre. Et la Constitution dit que le deuxième lundi du mois de décembre, c'est l'investiture du président élu. Eh bien, on va se mobiliser pour que le deuxième lundi du mois de décembre l'année prochaine, il y ait 1 million de personnes à l'investiture du président Alassane Ouattara. Je vous remercie. Chris Yapi ne ment pas. Le coup d'état du t-shirt. Contre-feu ridicule d'Alassane Ouattara. Dans un nouvel élan de ridicule, orchestré par le régime d'Alassane Ouattara, nous assistons à la publication d'un torchon signé par l'infatigable fripouille Venance Conan. Tiré de ses barres à drogue et poussé à la plume par ses maîtres, ce barbouze en chef a produit un texte grotesque pour accuser le Burkina Faso et par extension l'Alliance des États sahéliens de fomenter un coup d'État en Côte d'Ivoire à travers des t-shirts. Vous avez bien entendu, des t-shirts. Si le ridicule pouvait tuer, le despote ivoirien et ses sbires seraient déjà 6 pieds sous terre, car il faut être d'une profonde stupidité pour croire qu'un coup d'État peut se fomenter à partir de simples morceaux de coton imprimés de drapeaux russes et ivoiriens. Comme le dit si bien l'adage, le coupeur de tête n'aime pas qu'une machette passe dans son dos. Voici donc un vieux coup d'étaïste qui tremble désormais à la simple vue d'un t-shirt. Dans ce triste spectacle, Venance Conan incarne parfaitement l'ivrogne échoué, prêt à tout pour sa panse. Ce pseudo-journaliste, devenu un mercenaire de la plume au service d'un régime aux abois, n'a aucune dignité. Peu importe la bassesse des ordres qu'on lui donne, il s'exécute avec la docilité d'un esclave. À quoi bon l'intégrité quand la survie dépend de la soupe misérable servie par Alassane Ouattara? Mais analysons un instant ce torchon que le régime présente comme une alerte. Venance Conan, dans sa logorée servile, tente de convaincre les Ivoiriens qu'un coup d'État se prépare depuis le Burkina Faso avec des t-shirts comme arme principale. Pire encore, il évoque une soi-disant collaboration entre la Russie et l'AES pour déstabiliser la Côte d'Ivoire en usant de méthodes copiées des scénarios au Sahel. Ce contre-feu maladroit n'est qu'une réponse pathétique aux accusations bien réelles portées contre le régime d'Alassane Ouattara. Les États de l'AES, ayant découvert les manigances d'Abidjan et de Paris, ont récemment mis en garde contre des projets visant à déstabiliser leur gouvernement. Comment est-ce que la coopération se porte? Bon, il faut le dire, ça va plus ou moins. Avec certains pays, il n'y a pas de problème. Avec d'autres aussi, il ne faut pas avoir de... on ne va pas continuer à faire de l'hypocrisie. Il y a des soucis avec certains pays. Voilà, ça, il faut le reconnaître. Et nous sommes là-dessus. Et nous espérons que
chacun comprendra. Parce qu'au début, nous avons eu un peu de soucis. En octobre, novembre 2022, alors je vais vous dire clairement, on a été approché par beaucoup d'émissaires, notamment des pays du Sud. Chaque fois, c'était peut-être nous dire de négocier en quelque sorte avec les terroristes, parce qu'ils veulent un couloir, ils veulent juste faire le trafic, ça veut dire laisser une portion du terrain, et voilà, ils vont nous laisser tranquilles. Nous avons dit que ce n'était pas possible parce que nous sommes burkinabés. On préfère mourir dans la dignité que de négocier donc les conditions de notre esclavage. Négocier avec ces gens-là, c'est négocier les conditions de son esclavage. Donc j'ai compris la mentalité de certains et j'ai conseillé beaucoup que ce n'était pas une bonne idée de négocier. Mais bon, on savait ce qui se passait. Les choses se passaient à Niamey en son temps. Voilà, entre le président Bazoum qui était le centre et les terroristes, certains agents extérieurs et ensuite les messagers venaient vers nous. J'ai même envoyé aussi des messagers vers le président Bazoum à son temps qui malheureusement n'a pas bien accueilli la mission parce qu'il n'a même pas pu me faire de compte rendu parce que c'était un échec. Nous avons compris qu'il y a une machine qui est en œuvre et donc nous avons décidé de combattre, de lutter. Nous avons refusé catégoriquement de négocier avec qui que ce soit. Nous allons combattre. Et ces gens qu'on avait conseillé de ne pas rentrer dans ce schéma, je pense qu'aujourd'hui beaucoup se rendent compte qu'on avait raison. Parce qu'ils ont commencé à être attaqués. Il n'y a pas de possibilité de négocier avec ces gens. Donc il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline, parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire, parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Ça donnait quoi? Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Et il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que le Burkina, une chaîne privée au public, insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser ici se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec le président Alassane Ouattara? Le rapport, c'est comme je l'ai dit, il y a un problème. On n'a pas de contact particulier. Donc, voilà, on regarde la situation. On suit. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà, on suit. Donc, juste à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara? Au début, on a échangé un peu au téléphone. Il m'a envoyé des émissaires même, il faut le reconnaître. On a discuté, on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine moule. Voilà, nous sommes venus avec une vision, un objectif. Et nous avons une mission. Donc, tant qu'on sera dans notre moule, on sait qu'on aura des difficultés avec certains. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon, il y avait le contact, mais ça s'est rompu. Et avec les gens qui ont commencé à partir là-bas, ceux qu'on recherche, il n'y a pas eu de coopération. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Aujourd'hui, il y a eu des incidents à la frontière avec la Côte d'Ivoire. On parle donc de soldats burkinabés qui sont détenus par la partie ivoirienne et vice-versa. Alors, quelle est la situation sur ce plan? C'est quelques incidents mineurs. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. Retenez que nous sommes en guerre. Donc ça, ce n'est pas des incidents à nos yeux.
vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit, mais nous sommes en guerre. Et nous nous sommes préparés à tout. Donc ça, ce n'est pas des incidents, c'est mineur. Mais vous confirmez qu'il y a des soldats qui sont détenus de part et d'autre? Oui, la dernière fois, pendant l'opération, il y a un soldat et puis un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé. On mené chez eux à Abidjan là-bas. Avant ça, il y a 2 gendarmes aussi ivoiriens qui avaient fait incursion. Mais il y a eu plusieurs incursions. Je pense que la dernière fois de la rencontre, ils les ont amenés, les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les 2, c'était un cas particulier. Voilà pourquoi on avait pris. Cette forêt classée abriterait quelques éléments résiduels qui pourraient inquiéter le village. Direction. La touffe à côté là, c'est ça la direction. À pied, les commandos vont épier leur cachette jusqu'à la rive de la Comoué. C'est la frontière là. Cette barrière infranchissable. Ces eaux matérialisent la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mettons au-delà de l'eau une base avec des individus à l'intérieur. Les éléments n'ont pas le droit de poursuivre des terroristes. Il y a quoi de l'île là-bas? Ça là c'est comme c'est au-delà de frontière là. Il faut une demande avant d'aller. Vous êtes frustré? Non, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Quand on les voit comme ça. On met 3 roquettes là-bas. Et puis on ne peut pas. Il y a un même qui partait pour plier. On le regardait même, yeux dans yeux. Mais il ne nous voit pas. Mais nous, on le voit, lui, il part pour plier. Avec peine et frustration, les fantassins rebroussent chemin. C'est la grande muette. Personne ne discute de diplomatie ou de politique. Pourtant, ici à la frontière, les bandes armées terroristes ont libre accès à l'autre bord du fleuve. Ce qui fait de ce territoire désormais un lieu de refuge pour ces criminels. Illustration ici à Alidougou. Pris en chasse, les terroristes tentent de franchir la frontière avec armes, bagages, femmes et enfants. Même scénario à El Intira. Ce village du sud-ouest burkinabé avait été devenu un sanctuaire terroriste avec des trafiquants de tout genre. Pris la main dans le sac, le vieux Grigou, fidèle à son instinct paranoïaque, a sorti l'artillerie lourde, la plume servile de Venance-Conan pour détourner l'attention. Mais derrière ce brouhaha se cache une vérité plus sombre. Le régime Ouattara tremble. Le vieux dictateur, en quête d'un 4e mandat illégitime, sent le vent tourner. L'AES, et en particulier le capitaine Ibrahim Traoré, incarne une menace réelle à son pouvoir. Et dans ce contexte, même un t-shirt devient une arme redoutable à ses yeux. Les Ivoiriens ne sont pas dupes. Ils perçoivent dans ce stratagème absurde une tentative désespérée de masquer les échecs du régime Ouattara et de détourner l'attention de ses propres manœuvres subversives contre ses voisins. Accuser un t-shirt d'être le fer de lance d'un coup d'État frôle non seulement le comique, mais aussi l'insulte à l'intelligence collective. Alors, au lieu de trembler devant des morceaux de coton, que le régime Ouattara commence par répondre aux véritables accusations portées contre lui. Les Ivoiriens méritent mieux que ces clowneries grotesques et cette gouvernance basée sur la peur et la manipulation. Quant à Venance-Conan, nous lui conseillons de retourner dans ses bars où ses élucubrations seront au moins dignes des ivrognes qui l'entourent. Car de toute évidence, il est bien plus à l'aise dans les vapeurs d'alcool que dans l'écriture d'un texte sensé. Car de toute évidence, il est bien plus à l'aise dans les vapeurs d'alcool que dans l'écriture d'un texte sensé. Chrissiapi ne ment pas. Légionnaires français arrivés en Côte d'Ivoire dans la nuit du 19 au 20 décembre 2024. La déstabilisation de l'AES à l'ordre du jour. Les hiboux de Chrissiapi, toujours sur le qui-vive, ont détecté et observé bien cachés
L'arrivée dans la nuit du jeudi au vendredi 19 au 20 décembre 2024 de plusieurs aéronefs français à l'aéroport d'Abidjan. Ces avions transportaient des armes de guerre et des légionnaires français dans une opération soigneusement dissimulée. Cette information est indiscutable et soulève des questions sur les véritables intentions de ces militaires français en Côte d'Ivoire. Téné Birahima Ouattara dit la fiole, heureux et tout excité comme un pou, a prétendu et justifié leur présence par la nécessité de sécuriser les festivités de fin d'année. Mais rien n'est plus faux. Cette justification est risible et ne tient pas debout. Depuis quand une nation souveraine, indépendante depuis 1960, a-t-elle besoin de légionnaires étrangers français pour garantir la sécurité de ses fêtes? La vérité est tout autre. Ces légionnaires français profitent de l'effervescence des festivités de fin d'année pour se dissimuler et passer inaperçus. Les fêtes de fin d'année, période où l'attention des citoyens est relâchée et où les autorités locales sont focalisées sur la sécurité intérieure, constituent une couverture idéale. En outre, cette période stratégique permet à ces forces étrangères d'échapper au système de surveillance avancé, notamment les satellites russes et chinois, préoccupés par la sécurité intérieure de leur propre pays. Ces puissances, observant de près les activités militaires dans la région, pourraient facilement détecter des mouvements suspects en temps normal. Mais en cette période festive, les déplacements de troupes et d'équipements, sous couvert de célébration, sont plus difficiles à suivre et à interpréter. Ainsi, ce timing n'est pas une coïncidence, mais une manœuvre délibérée. En réalité, ces légionnaires sont en Côte d'Ivoire, non pas pour assurer la sécurité des Ivoiriens, mais pour préparer des opérations subversives contre l'Alliance des États du Sahel. Cette coalition, en plein essor, incarne une résistance ferme contre les ingérences étrangères et les pratiques néocoloniales. Les récents succès de l'AES irritent les puissances occidentales qui cherchent à fragiliser ces nations en exploitant des bases stratégiques comme la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, en autorisant ses forces à opérer depuis le sol ivoirien, trahit les aspirations d'indépendance et de souveraineté de son peuple et des peuples africains. Le dictateur des lagunes transforme la Côte d'Ivoire en un pion dans des luttes géopolitiques qui ne concernent pas les Ivoiriens. Cette soumission volontaire expose notre pays à des risques inutiles et contribue à la déstabilisation de la sous-région ouest-africaine. Cela fait plusieurs mois que Chris Yapi alerte les nations de l'AES sur ces manœuvres dangereuses. La venue des légionnaires français en pleine période festive n'est qu'une étape supplémentaire dans un plan d'action soigneusement élaboré pour frapper l'AES au cœur. Les Ivoiriens doivent s'interroger. Pourquoi leur pays est-il utilisé comme une plateforme pour des agendas étrangers? Pourquoi leur gouvernement accepte-t-il de compromettre la paix régionale et la sécurité nationale au profit d'intérêts extérieurs? Déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Soucieux de défendre la dignité de leur peuple, de préserver l'intégrité de leur territoire face aux velléités impérialistes et néocolonialistes, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Ce nouvel élan décisif, porté par une volonté commune d'accéder à une souveraineté véritable et d'amorcer une réelle dynamique des peuples, s'est renforcé suite au retrait des 3 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO le 28 janvier 2024 et la création de la Confédération des États du Sahel AES le 6 juillet 2024. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES constate que, depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique, portée par des aspirations légitimes à la liberté et la paix,
la junte française impérialiste sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de l'AES considère à juste titre la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de planifier et de conduire des actions de déstabilisation contre l'AES. En lieu et place d'une gestion concertée entre l'AES et la CEDEAO des aspects techniques liés au retrait avec effet immédiat, le Collège des chefs d'État a été surpris de cette décision unilatérale de prorogation qui ne saurait lier les pays de l'AES. Le Collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leurs desiderata et des agendas étrangers au reste de l'organisation. À l'évidence, ces actions viennent prouver la question sécuritaire à laquelle s'attaquent avec succès les pays de l'AES dans la sous-région et dont le bénéfice profite à toute la région n'est pas une préoccupation réelle pour ces acteurs à la solde d'un maître aux abois. Aussi, le Collège des chefs d'État suit avec une grande attention les manœuvres de tromperie initiées par la junte française, prétextant de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par un dispositif moins visible, mais poursuivant les mêmes velléités néocoloniales. À ces activités s'ajoutent des opérations de réorganisation et de regroupement de groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad, le Sahel et dans certaines zones frontalières, à savoir Niger-Nigeria, Niger-Bénin, Niger-Burkina, Bénin-Burkina. Ceux-ci reçoivent de la part d'États étrangers des appuis divers, notamment financiers, et des moyens logistiques visant à déstabiliser l'AES. Face à la gravité de ces faits, le Collège des chefs d'État de la Confédération 1. Décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2. Décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires, coexistant avec des théâtres militaires nationaux en cours. 3. Appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Le Collège des chefs d'État réitère son engagement à poursuivre avec détermination le combat du peuple de l'AES pour sa souveraineté véritable et sa dignité. Fait à Bamako le 22 décembre 2024, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.